Imaginez-vous travailler dans un endroit apparemment ordinaire. Un bureau de studio d'animation au Japon. Un immeuble de 3 étages où tout le monde arrive tôt le matin, tout le monde s'entend bien, un excellent environnement de travail, mais soudain, une agitation éclate à la réception. Avant même que vous ne puissiez comprendre ce qui se passe, une énorme explosion se produit. En quelques secondes, cet endroit se transforme en enfer. Les gens essaient de courir, essaient de monter les escaliers, essaient d'atteindre le toit, mais la fumée envahit tout beaucoup trop vite. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'un des crimes les plus choquants de l'histoire japonaise, l'attaque la plus meurtrière sur le sol japonais depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors installe-toi, prends ton thé, ton café, ton eau, ta patience, parce que cette affaire fait vraiment réfléchir. Comment une personne peut-elle en arriver là ? Salut à tous, je suis Sue et bienvenue sur la chaîne. Les amis, je voulais vraiment remercier tout le monde qui s'est abonné à la chaîne et nous avons réussi à atteindre la barre des 150 000 abonnés. Et comme je l'ai promis, on est en train de préparer notre live, il va y avoir plein de choses Mosco sympas. Alors profitons aussi pour partager avec tous ceux qui aiment notre belle communauté. Partage déjà, d'accord ? Et allons-y pour la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'un de mes pays préférés, le Japon. Le Japon est connu pour être l'un des pays les plus sûrs du monde. Quand on pense au Japon, beaucoup de gens imaginent des rues propres, des trains ponctuels, des gens polis, de la technologie, des temples, des cerisiers, une nourriture merveilleuse, n'est-ce pas mes amis ? Ça donne même un peu envie, surtout quand il s'agit de violence. C'est parce que le taux de criminalité au Japon est l'un des plus bas du monde, surtout en ce qui concerne les homicides. C'est pourquoi, lorsqu'un crime brutal se produit là-bas, il choque la société de manière très profonde. Et l'affaire d'aujourd'hui s'est déroulée à Kyoto. Kyoto, ancienne capitale du Japon, reste aujourd'hui l'une des villes les plus importantes culturellement du pays. C'est cet endroit rempli de temples bouddhistes, de jardins, de palais et de rues historiques. Ville conçue pour que les touristes lèvent les yeux et s'exclament « Oh là là, quel endroit magnifique !» Mais Kyoto, ce n'est pas que la tradition. C'est aussi une ville moderne avec des entreprises, de la technologie, des universités, des bureaux et donc une vie urbaine très active. Et c'est dans ce contexte qu'est née l'une des entreprises d'animation les plus appréciées du Japon, Kyoto Animation, aussi connue sous le nom de Kyoen. Kyoto Animation a été fondée en 1981 par Hideaki Hata et son épouse Oko Hata. Et elle a commencé modestement, comme une entreprise de services de production. Mais avec le temps, elle a grandi jusqu'à devenir l'un des studios d'animé les plus respectés du Japon. Kyoto Animation avait une réputation différente au sein de l'industrie. Alors que de nombreux studios japonais faisaient appel à des animateurs indépendants avec des délais serrés, des horaires épuisants et un salaire pas si bon que ça, Kyoto Animation était connu pour offrir des salaires fixes, former ses employés en interne et essayer de créer un environnement plus stable pour les artistes. Autrement dit, dans une industrie réputée pour épuiser l'âme des animateurs, Kyoto Animation était presque considérée comme une île d'humanité, tu vois. Cela a renforcé l'admiration pour le studio. Honnêtement, je ne comprends rien aux animés. Mais ce studio a produit des œuvres très connues dans ce style et qui ont marqué des fans du monde entier. Qui parmi vous aime les animés ? Dites en commentaire si vous connaissez ces œuvres et ce que vous en pensez. Revenons-en. Même si les animés sont une véritable fièvre au Japon et dans le monde entier, ils n'attirent pas seulement des admirateurs et des fans. Ce genre de renommée attire aussi des aspects plus sombres. Regardez bien. Parce qu'il existe une petite minorité, mais très bruyante, de fans obsessionnels. Des gens qui pensent qu'une œuvre, un personnage, un studio ou une franchise doit leur appartenir d'une certaine manière. Et quand l'histoire ne prend pas la direction qu'ils veulent, ou qu'ils ne sont pas satisfaits du jeu, n'est-ce pas Sospa ? Qui était très attendu, voilà. Ça commence avec des menaces, des attaques en ligne, des messages bizarres, des théories de persécution, je ne savais pas. Mais les studios d'anime et de jeux vidéo sont les entreprises qui reçoivent le plus de menaces de mort au Japon. Regardez ça. Même Nintendo a dû créer des protocoles pour protéger ses artistes, et les créateurs de jeux vidéo contre la haine de certains fans obsédés. Et ici, un autre studio d'animation n'était pas différent. Selon les témoignages, plus de 200 menaces ont été envoyées au studio. Plusieurs d'entre elles par email, utilisant des outils du dark web pour cacher l'identité de l'expéditeur. La police a été appelée, mais comme les messages étaient anonymes, ils n'ont pas pu identifier facilement le responsable. Au début, ça paraissait juste être une menace en ligne de plus, tu sais. Les gens voyaient ça et se disaient « Encore une, il raconte n'importe quoi, je ne sais pas ». Mais tout allait changer dans la matinée du 18 juillet 2019,
Il était 10h31 du matin environ, 70 employés se trouvaient à l'intérieur du bâtiment en train de travailler. Des animateurs, des réalisateurs, des scénaristes, des designers, des artistes. Des personnes qui s'étaient réveillées ce jour-là en pensant que ce n'était qu'un jeudi comme les autres. Quand soudain, des cris commencent à la réception du bureau. Puis tout à coup, tout le monde entend un homme crier « Vous allez mourir !» Quelques secondes plus tard, une énorme explosion se produit. Et en quelques secondes, le premier étage de l'immeuble est envahi par les flammes. Le bureau avait un escalier en colimaçon qui a fini par servir d'entonnoir pour que le feu monte encore plus vite. Regardez. Peu de temps après, le deuxième étage était aussi en feu. La fumée noire est montée à une vitesse effrayante. Beaucoup de gens ont essayé de s'échapper en montant les escaliers vers le toit, alors que le feu montait juste derrière eux. Mais la porte du toit ne s'est pas ouverte de l'intérieur. Plusieurs personnes sont mortes là, brûlées, intoxiquées par la fumée. Certaines personnes ont réussi à sauter, ont été secourues, et d'autres ont survécu avec des blessures très graves. Mais pour beaucoup de gens, il n'y a pas eu le temps. Les pompiers sont arrivés vite, mais le feu a brûlé pendant des heures. Au total, 36 personnes sont mortes, et plus de 30 ont été blessées. Ce fut l'une des attaques les plus meurtrières au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quel cauchemar. Mais là, tu me dis, mon Dieu, quelle horreur. Qui aurait pu faire quelque chose d'aussi maléfique? Alors découvrons l'homme qui avait été vu par les caméras de sécurité, rôdant autour du bâtiment et transportant un chariot avec 2 bidons très suspects, quelques minutes avant l'attaque. Il s'appelait Shinji Aoba. Shinji est né le 16 mai 1978 à Saitama, au Japon. Et d'après ce que l'on sait, son enfance a déjà été marquée par l'instabilité. Enfant, après le divorce de ses parents, sa mère serait partie et Shinji est resté vivre avec son père, son frère et sa sœur. La relation avec le père était difficile et les enfants subissaient de la violence de sa part. À l'école, Shinji était perçu comme un garçon étrange, renfermé et distant. Dans un annuaire scolaire, alors que les autres enfants parlaient de leurs rêves de carrière, Shinji aurait simplement écrit vouloir être extrêmement riche. Pas médecin, professeur, footballeur ou astronaute, il voulait juste être riche. Moi aussi, non? Mais il me manque l'argent. Et donc, dès son plus jeune âge, il semblait y avoir en lui un mélange d'isolement, de frustration et une vision un peu déformée du monde. À l'adolescence, les choses ont empiré. Il a commencé à s'éloigner de plus en plus de l'école et a ensuite été transféré dans une école alternative. On ignore ce que cela signifie, sans doute une école pour enfants en difficulté. Déjà à l'époque, il montrait des signes inquiétants. Paranoïa, la sensation que les gens l'observaient, des hallucinations et des difficultés à se connecter avec les autres. Avec le temps, Shinji est devenu de plus en plus isolé. Après avoir terminé l'école, il a travaillé dans plusieurs emplois temporaires. Il a distribué des journaux, trié du courrier, travaillé dans des stations-service, des supérettes, des usines, ce genre de choses. Mais il n'arrivait jamais à garder un emploi très longtemps. Ses collègues disaient qu'il était bizarre, silencieux, asocial et parfois agressif. Il lui arrivait même de crier sur ses collègues sans raison apparente. C'est le genre de personne qui entre dans une pièce et l'atmosphère change, vous voyez? Tout le monde marche sur des œufs, tout le monde se demande « Est-ce qu'il va être normal aujourd'hui ou est-ce qu'il va péter un câble? Est-ce que quelqu'un travaille avec une personne comme ça ?» Et la vie de Shinji est devenue une succession d'emplois perdus, de relations brisées et d'isolement. En 1999, son père s'est suicidé. Après, Shinji a rompu avec son frère et sa sœur. Il a tenté de vivre avec sa mère et son nouveau mari, mais cela n'a pas duré. Il y avait des disputes, des accès de colère, des objets cassés, le chaos habituel, tu vois. Et petit à petit, Shinji est devenu pratiquement un homme seul, tu te rends compte. Quand quelqu'un est déjà isolé, en colère, sans soutien, avec des troubles psychiatriques et immergé dans des forums en ligne, c'est une cocotte minute sans soupape. Un jour elle explose, non? En 2006, Shinji a commencé à être connu de la police. Il a été arrêté pour avoir pénétré dans une maison, volé des sous-vêtements d'une femme puis l'avoir agressée. Mais il a fini par être libéré et a purgé sa peine en liberté. Des années plus tard, en 2012, il allait commettre un autre crime. Cette fois, il est entré dans une supérette armé d'un couteau et a volé l'argent de la caisse. Il a été arrêté peu de temps après. Lors du procès, Shinji a expliqué aux policiers avoir commis ce crime par irritation contre tous et désir de se libérer de la société. Il a reçu 3 ans de prison. Et c'est pendant cette période en prison qu'il a reçu un diagnostic important. Schizophrénie. Ce détail est essentiel pour comprendre l'affaire, mais il doit aussi être abordé avec précaution. Parce qu'une maladie mentale ne transforme pas automatiquement quelqu'un en meurtrier. La grande majorité des personnes atteintes de troubles psychiatriques ne commettent pas de crimes violents. Bien au contraire. Très souvent, ce sont elles qui souffrent le plus. Notamment à cause des préjugés, de l'abandon et du manque de traitement approprié.
Dans le cas de Shinji, la maladie mentale, combinée à l'isolement, à la colère, à l'obsession et à un passé de violence, a créé une situation extrêmement dangereuse. Regardez bien. Après sa sortie de prison, il a perçu des aides sociales, une sorte d'allocation sociale, et été suivi par une clinique de santé mentale. Une infirmière allait lui rendre visite régulièrement chez lui. Pendant un certain temps, il semblait que sa vie était au moins un peu stable. Mais au moins est ici à prendre dans le sens le plus généreux possible. Parce que Shinji restait isolé, sans amis, sans famille proche, passant la majeure partie de son temps à l'intérieur de chez lui. Dans cet isolement, il s'est encore plus plongé dans les animes, les jeux vidéo et était très actif sur les forums en ligne. Shinji est devenu obsédé par les animes et a commencé à écrire ses propres histoires. C'est là qu'un point clé intervient. Kyoto Animation organisait un concours appelé Kyoto Animation Awards. C'était une compétition annuelle où les auteurs pouvaient envoyer leurs histoires pour être évalués. Les auteurs gagnants pouvaient voir leurs œuvres publiées par l'entreprise et, qui sait, peut-être même adaptées en film d'animation. Pour beaucoup, c'était une grande opportunité d'entrer dans ce milieu. Et Shinji y a vu une opportunité. Entre 2017 et 2018, il a envoyé 2 histoires au concours, mais aucune d'elles n'a été retenue. Elles ont été rejetées d'emblée et n'ont pas franchi la première sélection. Pour le studio, ce n'était qu'une candidature parmi d'autres. Pour Shinji, cela a déclenché quelque chose de maléfique. Regardez. Empiré quelques mois plus tard. C'est parce que Shinji regardait un nouvel épisode d'un animé réalisé par Kyoto Animation lorsqu'il a vu une scène qui lui semblait très familière, au point qu'il a failli tomber à la renverse. Il revenait sans cesse et regardait cette scène des dizaines de fois, et chaque lecture faisait monter sa colère, tu vois. Après les refus, Shinji a commencé à croire que Kyoto Animation avait volé ses idées. La scène qu'il regardait ressemblait beaucoup à celle qu'il avait écrite. Lui, il pensait qu'ils avaient profité du concours pour plagier son histoire et plus il y croyait, plus il ressentait de la colère. Il est devenu véritablement obsédé par Kyoto Animation et, entre 2016 et 2019, il a visité le site du studio plus de 2500 fois. Il consommait le contenu, suivait le studio, se fixait sur les détails, nourrissait sa propre paranoïa et en même temps, se persuadait qu'il était leur victime. Et puis les menaces ont commencé. Les employés de Kyoto Animation ont commencé à recevoir des emails contenant des menaces de mort. Plus de 200 messages, beaucoup ont été envoyés de façon anonyme en utilisant des outils comme Tor pour rendre l'identification de l'expéditeur plus difficile. La police a été informée, des patrouilles ont même été placées temporairement à l'intérieur du bâtiment, mais rien de concret ne s'est produit. Et ici, il reste ce sentiment amer propre aux affaires criminelles. Les signes étaient là, mais personne ne savait ou personne n'a pu prouver que cet homme, vivant dans l'isolement, se préparait à quelque chose de bien pire. En 2019, Shinji a commencé à abandonner son traitement contre la schizophrénie. En février, il s'est rendu une dernière fois à la clinique de santé mentale où il devait être soigné. En mars, il a arrêté de recevoir l'infirmière à la maison et on pense qu'il a aussi arrêté de prendre ses médicaments. Ça va mal finir, n'est-ce pas? Ensuite, il a cessé d'utiliser son téléphone, pensant que son téléphone était surveillé par les autorités. Le 14 juillet 2019, quelques jours avant l'attaque, Shinji s'est disputé avec un autre résident de l'immeuble qui faisait du bruit. Apparemment en montant des meubles, mais Shinji pensait que le bruit venait de l'appartement d'à côté. Il a tapé contre le mur, puis le voisin est venu expliquer à la porte que le bruit ne venait pas de chez lui. Shinji a ouvert la porte, a attrapé l'homme par le col et a crié « Tu fais trop de bruit, tais-toi ou je vais te tuer, je n'ai rien à perdre ». Le voisin a eu tellement peur qu'il est allé au commissariat pour signaler l'agression. Mais quand la police est arrivée à l'appartement de Shinji, il était déjà parti. Et où était-il? En route pour Kyoto. Dans les jours suivants, Shinji a préparé l'attaque. Il a voyagé en train à grande vitesse, a séjourné dans des hôtels, a été vu sur des caméras de surveillance, a visité les endroits déjà représentés dans les animés réalisés par Kyoto Animation et a commencé à rôder autour du bâtiment du studio. Il est allé dans un magasin d'outils et de matériaux de construction et a acheté un chariot en métal ainsi que 2 bidons de 20 litres pour l'essence. Elle a poussé le chariot jusqu'à une station-service à proximité et a rempli les bidons. Le matin du 18 juillet 2019, un jeudi, Shinji est arrivé au bâtiment du studio 1 de Kyoto Animation. Il était 10h31 du matin et le bureau était bondé. Tout le monde travaillait sur son ordinateur lorsque Shinji est entré par la porte d'entrée en poussant le chariot rempli d'essence. Elle a commencé à répandre du carburant sur le sol et en a jeté sur certaines personnes. C'est fou, non? Une agitation a commencé et elle a crié « Vous allez mourir !» Et là, elle a mis le feu. Pendant que l'essence répandue sur le sol a pris feu immédiatement, quelques secondes plus tard,
L'autre bidon, qui était encore fermé, a explosé, brisant toutes les vitres des fenêtres. C'était la panique et le désespoir, tu imagines bien. Tout le monde essayait de se sauver pendant que le bâtiment était envahi par les flammes. La fumée a tout envahi et le bâtiment est devenu un piège. La chaleur était infernale et l'escalier en colimaçon a agi comme une sorte de cheminée, aspirant la fumée et la chaleur vers le haut. Plusieurs personnes ont réussi à s'enfuir en courant. Shinji lui-même a failli mourir. Quand il a allumé le feu, l'essence sur son corps et ses vêtements a aussi pris feu. Il est sorti en courant du bâtiment, le corps en flammes. Des personnes qui se trouvaient dans la rue se sont arrêtées pour l'aider, sans savoir que c'était lui l'homme responsable de tout cela. Il est tombé au sol avec des blessures très graves. Peu de temps après, 2 employés de Kyoto Animation qui avaient réussi à s'échapper l'ont reconnu et ont prévenu la police que cet homme n'était pas une victime. Shinji était complètement brûlé, mais il était conscient. Quand les policiers lui ont demandé pourquoi il avait fait ça, Shinji a répondu que le studio avait volé ses œuvres et qu'il voulait parler au président de l'entreprise. Pendant ce temps, derrière lui, le bâtiment brûlait et des dizaines de familles étaient sur le point de recevoir la pire nouvelle de leur vie. Lorsque les pompiers sont enfin entrés, la scène était dévastatrice. Des corps ont été retrouvés au premier étage, au deuxième étage et surtout dans l'escalier qui menait à... De nombreuses victimes étaient tellement carbonisées que l'identification a dû être faite par ADN. La communauté anime du monde entier a été sous le choc. Les fans envoyèrent des messages, des fleurs, des hommages. Et là, mes amis, le Japon gagne une fois de plus mon admiration. Des personnes de tout le pays ont commencé à envoyer des virements d'argent sur le compte de Kyoto Animation, afin qu'ils soient utilisés comme fonds pour aider les victimes survivantes et les familles des défunts. Ce compte a reçu plus de 30 millions de dollars, soit plus de 150 millions de réals. De plus, le studio d'animation lui-même avait perdu, en plus de ses employés et artistes, tout ce qu'il possédait dans ses bureaux et s'est retrouvé dans une situation financière compliquée. Alors, le peuple japonais a commencé à se rendre en masse dans les cinémas qui projetaient les animés du studio. Tout cela pour récolter des fonds, et ainsi ils ont réussi à obtenir quelques millions de dollars de plus pour redresser l'entreprise. Mais aucun don, aucun mémorial, aucun hommage. Consegue devolver 36 vidas, né? Et je pense qu'il est important de le dire, parce que parfois dans ces cas très célèbres, les gens se souviennent juste du chiffre, 36 morts. Mais derrière ce chiffre, il y avait des gens comme nous, avec des familles, des rêves, des projets. Il y avait des gens qui étaient probablement en train d'animer une scène, de revoir un scénario, de dessiner un personnage, ou de penser au déjeuner, de répondre à un message. Et tout cela leur a été arraché à cause de l'obsession d'un homme. Shinji Aoba a subi des brûlures sur plus de 90% de son corps, et les médecins lui ont donné très peu de chances de survie. Longtemps, il est resté inconscient et dans un état critique. Comme il n'y avait pas assez de peau humaine disponible pour les greffes et que les victimes étaient prioritaires, Shinji a fini par servir de cobaye et a été l'une des premières personnes au monde à recevoir des greffes de peau artificielles. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales, il a été transféré dans différents hôpitaux, et petit à petit, contre toute attente, il a survécu. Mauvaise herbe ne meurt jamais, n'est-ce pas? Ça casse, mais non. Pour l'amour de Dieu, comment ça? Mauvaise herbe ne meurt pas facilement. Les médecins qui se sont occupés de lui savaient exactement qui il était. Ils savaient ce qu'il avait fait. Et malgré tout, ils l'ont traité avec humanité. Cela l'a vraiment troublé, puisque l'une des raisons de l'attaque était sa révolte contre la société moderne. À un moment donné, il aurait commencé à réfléchir que peut-être la société n'était pas aussi mauvaise qu'il l'imaginait. En mai 2021, presque 10 mois après l'attaque, il a été arrêté et, en décembre de cette année-là, inculpé de multiples chefs d'accusation, dont meurtre, tentative de meurtre, incendie criminel et intrusion. La défense voulait faire valoir qu'il n'était pas pleinement responsable en raison de ses délires et troubles psychiatriques. Le juge a ordonné qu'il subisse une série d'examens afin d'évaluer s'il devait être considéré comme irresponsable pour cause de folie. Et les examens ont conclu que malgré ses délires, Shinji savait ce qu'il faisait. Il a planifié, voyagé, acheté du matériel, choisi la cible, préparé l'attaque. Ce n'était pas une crise de quelques secondes, c'était de la préméditation. Le procès a commencé en septembre 2023 et Shinji a plaidé coupable. Il a admis avoir déclenché l'incendie, mais la défense a insisté sur le fait qu'il ne devait pas recevoir la peine maximale en raison de son état mental. Au cours du procès, lorsque Shinji a été interrogé sur les raisons qu'il invoquait pour l'attaque, les accusations de plagiat ont enfin été examinées. Vous n'allez pas croire quelle scène a déclenché cette tragédie, qu'il accusait le studio d'avoir copié de son anime. La scène, c'était qu'à un moment donné, un personnage achetait de la viande au marché. Et en rencontrant un autre personnage,
Il a dit qu'il avait réussi à acheter avec 50% de réduction. Dans l'histoire envoyée par Shinji au concours, son personnage achetait aussi de la viande en promo au marché. Voilà, les amis. C'est pour cette raison que ce fou a décidé de verser 40 litres d'essence dans un bureau et de tuer 36 personnes. Vous pouvez y croire? Mon Dieu. Et là, j'ai encore plus d'admiration pour le peuple japonais. Bien que le juge ait reconnu que tout cela était le fruit de son esprit délirant, il a dit que 36 décès ne resteraient pas impunis. En janvier 2024, Shinji a été condamné à mort. Un homme a été condamné à mort au Japon après une attaque incendiaire mortelle contre un studio d'animation à Kyoto qui a fait 36 morts. Shinji Aoba avait déjà admis avoir incendié le bâtiment en 2019. Ses avocats ont tenté d'obtenir un acquittement en invoquant une incapacité mentale, mais le juge a rejeté leurs arguments. Et maintenant, Shinji est dans le couloir de la mort au Japon, réputé pour sa rigueur extrême. Les détenus y sont presque totalement isolés. Les cellules sont petites et ils ne peuvent sortir que 2 fois par semaine pour faire de l'exercice. Ils sont constamment surveillés par des caméras. Il n'y a pas de télévision et l'accès aux livres est limité. Et l'un des détails les plus effrayants du système japonais, c'est que les condamnés ne savent généralement pas à l'avance quand ils seront exécutés. Ils peuvent en passer des années à attendre et un matin quelconque, un gardien frappe à la porte de la cellule et dit « Debout, vaurien, ton heure est arrivée ». L'exécution au Japon se fait par pendaison. En somme, le condamné ignore chaque jour s'il vivra jusqu'au lendemain, comme dans l'affaire de l'attaque contre Kyoto Animation. Une affaire d'obsession, de paranoïa, de rejet et des ravages qu'un esprit consumé par la haine peut provoquer. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, connaissais-tu déjà cette affaire? Et que penses-tu de la condamnation de Shinji Aoba? Commente ici en bas car j'aimerais connaître votre avis. Et encore une fois, je veux remercier tout notre beau public ici qui s'est abonné à la chaîne. Nous avons atteint 150 000 abonnés et voulons encore plus d'abonnés. Aide-nous à partager cette vidéo pour toucher plus de monde. Si tu as aimé, laisse un like, laisse un commentaire. Aide-nous parce qu'on veut continuer à grandir. D'accord? Restez connectés pour la prochaine vidéo. Salut! Je vais partir en courant parce que j'ai... Allons-y. Oh là là!